Salut Planète 007, bienvenue au château de Chantilly. Alors vous savez qu'ici s'est tourné le 14e James Bond, Dangereusement Vôtre, le dernier James Bond de Roger Moore. Et on est ici sur le fameux pont où Roger Moore amène du champagne Bollinger pour trinquer avec Tanya Roberts. Alors pour les besoins du film, évidemment, le pont avait été recouvert d'une petite tonnelle, mais c'est ici que la séquence a eu lieu. Et derrière moi, la partie organisée par Max Zorin, interprété par Christopher Walken, qui jouait le méchant du film. Alors si vous aimez Dangereusement Vôtre, si vous aimez les anecdotes sur les tournages des films et sur les lieux de tournage, eh ben je vous donne rendez-vous le 007 octobre. C'est une date qui est facile à retenir, avec Bon baiser du monde, le livre que j'ai coécrit avec Guillaume Evin. Vous pouvez le commander auprès du Club James Bond, sur Amazon, sur les Fnac, et puis vous le trouverez aussi physiquement dans les librairies. Voilà, le 007 octobre. Bon baiser du monde, les anecdotes, les lieux de tournage, ce qui sont dans la réalité, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit dans les films, sur tous les James Bond de Dr No à mourir qui peut attendre, le 007 octobre. De retour dans Live and Let Live, avec ce soir deux invités exceptionnels pour cette troisième partie, pour la sortie du livre Bon baiser du monde, le 007 octobre 2020. Nous recevons ces auteurs. Bonsoir à vous, Laurent Perriot, Guillaume Evin. Nous recevons Laurent pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois dans l'émission. Dommage pour vous. Voilà, c'est mieux pour nous. C'est toujours un privilégié. Il y a des privilégiés. C'est un privilégié. Il nous a fait l'honneur de son invitation et d'accepter notre invitation pour notre quatrième émission, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et il y a eu quelques petits problèmes techniques au début, parce que ça fait partie de Live and Let Live. Les problèmes techniques font partie de l'émission, c'est l'histoire de l'émission. Et en tout cas, merci Laurent pour ce retour dans notre émission. Et merci aussi à toi, Guillaume. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Alors, je vais. Merci de m'avoir invité d'abord. Ah bah mais c'est tout un plaisir, vraiment. Franchement, on aurait été privé d'un si beau t-shirt. Oui, franchement. Mais on voit pas, Laurent, on voit bien le t-shirt de Guillaume, mais le tien, on ne voit que du noir. Est-ce que tu peux courber le torse? Il est interdit au moins de 15 ans, le mien. En tout cas, merci d'être là, Laurent, est-ce que j'ai besoin encore de te présenter? Laurent, donc ça fait la deuxième fois qu'il vient, spécialiste James Bond et maintenant auteur également. Un des spécialistes, hein. Il y en a d'autres en France, hein. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres spécialistes, mais tu es quand même spécialiste James Bond, il faut le dire. Tu fais partie des créateurs de la communauté bondienne française en 89. Tu es un ancien président du club, tu es fan de Pierce Brosnan et aussi ami de Pierce Brosnan, que Damien sera très heureux de le constater. Et également, tu as été le porte-parole d'Ion Productions, si je ne dis pas de bêtises, pour l'exposition. En fait, de l'exposition officielle à Paris en 2016 à la Grande Halle de la Villette. Et plus récemment, j'étais consultant sur la série de concerts Bond symphonique. Voilà. Pour Designing 007. Et nous avons une première question de notre nouvelle liveuse, Magali. D'ailleurs, Magali, comment s'est passée cette première partie de l'émission? C'est plutôt sympa, non? Oui, bien sûr. C'était avec plaisir d'être là parmi vous. Elle a été particulièrement percutante durant le débat. Pendant le débat, elle a été particulièrement percutante. Et d'ailleurs, je vous invite à lire son mémoire sur James Bond, qui est très intéressant et qui ne cesse d'évoluer. Et alors, Magali, tu voulais interagir avec Laurent. Tout simplement parce que c'était une de mes sources principales pendant mon mémoire, justement, que j'ai fait en 2016. Et c'est vrai que pour le coup, l'exposition dans l'affiche est juste là. En fait, ça avait été clairement un moment clé, puisque ça m'avait aussi permis de récupérer des personnes pour répondre aux questionnaires de mémoire en donnant tout simplement des petites cartes avec des flashcodes dessus. Et en fait, j'ai fait toute l'exposition en donnant ensuite sur le retour, parce que j'ai fait 2 fois pour le coup. Sur le retour, j'en ai profité pour discuter avec les gens et bien sûr, vu qu'il y avait déjà un intérêt sur James Bond, j'en ai profité pour leur donner directement les cartes avec les flashcodes et comme ça, j'ai récupéré un peu plus de réponses et ça a qualifié mon mémoire derrière. T'as bien fait, un double merci. Je suis pour rien, mais t'as bien fait, bravo.
Bravo Magali. Et alors également avec nous, Guillaume Evin, c'est la première fois qu'il vient dans l'émission et c'est un vrai plaisir également qu'il ait accepté notre invitation. Alors Guillaume, tu es journaliste, auteur, auteur notamment de plusieurs titres de livres sur James Bond. Alors tu me diras si je me trompe, je vais en citer quelques-uns. Tu as notamment été l'auteur de James Bond, l'encyclopédie 007, c'est bien ça? C'est ça, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, et je crois qu'on est plusieurs à l'avoir lu. Je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Alors, Voilà. Pour la petite histoire, Magali, tu aurais pu avoir la nouvelle version, mais pour des questions juridiques un peu complexes, elle ne verra pas le jour tout de suite. D'accord. Voilà. Et Magali, d'ailleurs, je crois que Magali, on en parlera après, mais je crois que Magali a déjà précommandé Bon baiser du monde. Oui, Bravo. Ah ben, ça, c'est une bonne chose. effectivement. Ah ben tant qu'à faire. Et où, L'espion qui m'a Magali, ruiné. physiquement? Tu es où physiquement? En région parisienne? Pas du tout, je suis en région bordelaise. Ah, ça va être compliqué pour te la dédicacer par Guillaume et moi alors. Et je garde en mémoire. Peut-être qu'un jour sur Paris. Ça arrivera que vous vous rencontriez et que vous puissiez lui dédicacer vos œuvres et vos livres. Et également, il y a eu James Bond est éternel. C'est ça. James Bond, Goldmaker, le phénomène James Bond. Voilà, alors tu peux commencer par celui-ci, effectivement. Donc, Goldmaker, chez Fayard, c'était en 2002. Et c'était la première fois qu'on abordait James Bond par le côté marque, sous l'angle économique. Montrer comment James Bond avait été géré comme une marque forte dès le début, un peu à l'instar d'un Chanel ou d'un Dior. Et puis, j'ai eu la chance que le livre a bien marché. Et ça m'a encouragé. Et ensuite, après, j'ai pu me lancer dans l'écriture d'autres ouvrages sur le cinéma, des films cultes, Brigitte Bardot, Steve McQueen. Romy Schneider. Comment? Romy Schneider. Romy Schneider. Et voilà. Et puis aussi donc les autres que tu as cités sur James Bond. Alors, effectivement, justement, j'allais en venir. Tu es journaliste et auteur, mais tu t'intéresses aussi au sport, avec un livre sur le décryptage du monde du foot. Alors, c'est ça. Donc, j'en ai écrit 2. Donc, j'ai écrit l'anti-guide du foot. Donc, c'était un petit livre un peu marrant où je répondais un peu aux questions que tout le monde se pose, du genre pourquoi joue-t-on à 11, pourquoi les Italiens trichent tout le temps, pourquoi on ne peut pas aimer et le Barça et le Real, enfin bref. Voilà, des choses de ce genre. Et puis, j'en ai écrit un autre, cette fois plus pour les passionnés, sur l'impact qu'a sur nos vies la Coupe du Monde de foot. Pourquoi c'est un événement qui transcende le sport et qui a qui est vraiment un élément structurant, donc avec l'aspect historique, social, politique. Voilà. Et je l'ai fait avec Alain Kézak, qui est l'ancien président du PSG. Oui, et Alain Kézak, si je ne dis pas de bêtises, il est aussi l'ancien président de Lille. Non, pas Lille. Il n'a pas été président de Lille. Par contre, c'est un publicitaire de haut vol, puisqu'il était le C de RSCG avec Roux et Séguéla. Laurent? Comme Patrice n'est pas là, j'ai envie de dire que Kézak, c'est un mec qui a des bulles. J'attendais un jeu de mots à ce sujet. Je me disais, moi, je m'attendais plutôt à c'est qui Laurent Kézak? Pardon, Guillaume. Alain Kézak, pardon. Alain Kézak. Et alors, justement, je voulais aussi venir aussi sur un autre livre que tu as sorti. Ça fera très plaisir à Dominique et je pense qu'il ne le connaît pas. Il va sans doute l'acheter, qui s'appelle Hollande et l'argent. Ah oui, effectivement. Mais déjà, je te confesse que j'allais acheter les livres sur le foot, étant un grand fanatique de foot. Non, c'était de l'ironie, c'était pas ma passion, le foot. Et effectivement, sur Hollande, non. Mais par contre, les livres bondiens m'intéressent bien, oui. Oui, c'était Je n'aime pas les riches. J'avais écrit ça à l'époque où Hollande avait sorti cette pépite en direct à la télé. Et donc, j'expliquais les rapports complexes qu'entretenait la gauche avec la notion d'argent, l'enrichissement. Pourquoi c'était si complexe chez nous alors que c'était si simple ailleurs? Donc, c'est pas un panégyrique d'Hollande? Non, pas vraiment. Ah, bah alors ça va, je vais peut-être l'acheter alors dans ce cas. Alors, on va pas faire de politique. Hein. On peut aussi rajouter que
en plus de tous ces super livres sur James Bond, et pas que Guillaume a écrit, il intervient aussi souvent dans la presse parce qu'il est sollicité pour des réactions, des articles de fond par rapport à notre héros préféré. Et justement, mais Laurent, tu as raison parce que c'est la parfaite transition. On sait que, donc, par rapport à ta précédente émission, on sait que toi, tu es devenu fan avec L'espion qui m'aimait en 77, que tu es ressorti de la salle de cinéma avec une Lotus Esprit dans la main, une miniature du Lotus Esprit. Je précise bien miniature parce que avoir une Lotus Esprit dans la main, c'est pas pratique quand on sort du cinéma. Et donc, du coup, Guillaume, comme à chaque premier passage d'un invité, je pose toujours la même question. Comment et pourquoi es-tu devenu fan de James Bond? Même si je le sais un petit peu, pour nos téléspectateurs, c'est important que tu l'expliques de visu. Alors, j'ai envie de dire que là où Laurent a eu beaucoup de chance, c'est que lui, il a été initié par l'un des meilleurs Bonds de la série, L'espion qui m'aimait. Moi, malheureusement, mon premier Bond, eh bien finalement, c'est l'un des deux plus mauvais à mes yeux, c'est Dangereusement Vôtre. Et je l'ai vu au cinéma, et comme j'avais 14 ans, eh bien ça a été une claque quand même. Parce que Bond, alias Moore, a beau être un petit peu flappy, plus du tout dans le coup. On sait bien que les scènes d'action n'étaient plus pour lui, il se contentait de poser en gros plan. Bon, bref. Malgré tout, quand vous avez 14 ans, eh bien, vous flashez parce que il y a cette dose d'action, il y a la musique, il y a les girls, il y a toute cette excitation autour. Et en fait, j'ai accroché d'emblée. Juste après donc la transition, arrive Timothy Dalton, et alors là, divine surprise, parce que j'ai adoré Timothy Dalton, un univers totalement différent, une ambiance, parce que par la suite, je me suis intéressé aux romans, et donc j'ai trouvé que on retrouvait un petit peu l'esprit des romans d'Ian Fleming, donc un Bond plus âpre, plus tourmenté, plus sec, donc ça me plaisait. Et puis, bah voilà, le pli était pris. Et après, j'étais en transe et donc je guettais James Bond et je m'étais juré d'en savoir plus. Et puis, comment dire, avec mes études de journalisme, en basculant dans ce métier, eh bien, à un moment, j'ai voulu passer de l'autre côté du miroir et j'ai voulu savoir en fait comment on fabriquait un Bond film. Et d'où mon projet Goalmaker. Et puis, c'est comme cela que j'ai été définitivement happé là jusqu'à la fin de mes jours par 007. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est avec Goalmaker. Exactement, parce que pour nourrir Goalmaker, j'avais interviewé Laurent, qui à l'époque était encore président, non? Oui. Voilà, donc Laurent était président. Et je me souviens d'ailleurs, on s'était rencontrés au Café Le Pierrot dans le 15e. Quelle mémoire. Laurent était tout de suite bien passé. Et puis en plus, Laurent, à l'époque, il vivait dans un appart qui était assez fascinant parce qu'il avait un ascenseur qui était, honnêtement, presque une réplique de l'ascenseur des Diamants sont éternels. C'est vrai. Et est-ce que vous vous êtes battu dedans, du coup J'aurais pas essayé parce que Laurent, il a un peu un physique, vous voyez, qui peut être dissuasif. Bon. Oui, parce que les Diamants sont éternels est un film particulier pour toi. Pour moi ou pour Laurent? Non, pour toi, Guillaume. Oh, les Diamants, alors j'apprécie beaucoup l'humour qui suinte de tout ce film. J'adore la patte Mankiewicz, donc ça c'est oui, ça fonctionne. Après, bon, je suis moins fan du côté mono-américain, la moumoute de Sean, bon, ce n'est clairement pas mon film préféré, même si je trouve qu'il y a la musique, par exemple, elle fonctionne très très bien. Mais voilà, je le classe un peu à part, mais ce n'est pas mon Bond préféré. C'est lequel ton Bond préféré? Ah. Je vois Laurent qui tique. Non, en fait, bon, moi, c'est vrai que mes deux Bonds préférés, c'est Sean Connery et Daniel Craig. Et je trouve que la boucle est bouclée. Donc le premier et le dernier, du moins à l'heure actuelle, parce que pour moi, Daniel Craig est un peu une synthèse idéale. C'est-à-dire que je trouve qu'il a le côté souple, félin, animal de Sean Connery. Il fait peur, il est dangereux. Et en même temps, il a le côté aussi, c'est une synthèse de Timothy Dalton parce que il a justement ce côté sombre, un peu, oui, tourmenté,
secoué par son passé. On sent qu'il n'a pas soldé les comptes. Et voilà, je trouve que cette synthèse entre Sean Connery et Timothy Dalton nous donne un Daniel Craig. Alors, non pas sur le plan physique, mais je trouve sur le personnage lui-même. Même un peu le côté sentimental de la zombie aussi. Il manque juste le côté classe de Roger Moore et de Pierce Brosnan. Voilà, alors après, il y a débat. Moi, je trouve que Roger Moore et Pierce Brosnan ont beaucoup apporté à l'époque. D'ailleurs, Pierce Brosnan a relancé la série à un moment où elle était menacée d'extinction. Donc, il a eu toute son importance. Mais, hélas, je dois reconnaître, puisque là, on s'adresse aux fans, moi, je trouve qu'en un film Casino Royale, en une seule séquence, eh bien, Casino Royale a un petit peu relégué l'ère Brosnan. Il l'a complètement ringardisé. C'est terrible. Et si vous regardez les premières images de Casino Royale, qui plus est, alors là aussi amusant, c'est que c'est réalisé par Martin Campbell qui avait signé GoldenEye, mais je trouve que, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est terrible. C'est que quand on bascule dans l'ère Craig, on balaie Brosnan. Qui pourtant a initié un peu, a ouvert la voie quand même à Daniel Craig. C'est souvent la réflexion qui est revenue dans beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec Pierre Rodiac, avec Matt, et effectivement, des Casino Royale, ça file un terrible coup de vieux. Et je ne parle pas de Brosnan lui-même ni de son interprétation, je parle des 4 films, des scénars. Ça file un terrible coup de vieux aux 4 Brosnan qui sont, à mes yeux, les plus difficilement regardables quand je me fais l'intégrale de la série, à cause de ce qu'il y a eu après, en fait, finalement. T'es peut-être un peu dur parce que l'homme au pistolet d'or, c'est quand même. Eh ben, j'ai jamais eu des plaisirs à le regarder, figure-toi. Alors peut-être parce que j'ai une histoire personnelle, on y reviendra, un peu particulière avec la Thaïlande, et que c'est un film qui donne la part belle à ce pays qui a une place très importante dans ma vie. Donc, je suis un peu influencé pour ce film, et je suis aussi influencé parce que Christopher Lee est mon acteur préféré. Donc, alors Dominique, je tenais à revenir sur effectivement, on va parler Brosnan un tout petit peu parce que ça me paraît important. Brosnan, effectivement, moi je suis devenu fan de James Bond avec Demain ne meurt jamais quand j'avais 10 balais. Brosnan, ces films, je les ai regardés 100 fois chacun, au moins. Aujourd'hui, effectivement, dès la bande-annonce de Casino Royale, dès le premier teaser, je me suis dit, putain, Casino Royale, ça fout un coup de neuf à la saga James Bond. C'est moderne. J'avais qu'une envie, c'était de voir le film. Quand j'ai vu le premier teaser, c'était vraiment génial. Du coup, juste après, je me suis regardé Mort un autre jour pour voir les différences de ton avec le premier teaser. Et que ce soit Mort un autre jour, Le monde ne suffit pas, Demain ne meurt jamais et GoldenEye, je les ai regardés tellement de fois qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à les apprécier à leur juste valeur. C'est peut-être ça aussi, on les a peut-être trop vus. Laurent peut interpréter. Il y a peut-être de ça. Moi, à titre personnel, l'ère Brosnan, en temps et en heure, m'a enchanté, d'autant plus que contrairement à Guillaume, Timothy Dalton est le Bond que j'aime le moins. Moi, j'ai été gêné par ce que j'estime être un manque de charisme. Donc, avec Brosnan, il y avait un retour du glamour et de la classe. Donc, j'ai été ravi quand il y avait ces affiches préventive de GoldenEye, You Know the Name, You Know the Number. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Et oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir les Brosnan. Je suis allé voir 6 fois Tomorrow Never Dies et The World Is Not Enough au cinéma. Par contre, Die Another Day, ça m'avait séché dès la première vision. Je n'y suis pas retourné. Laurent, à l'époque, j'ai adoré. Le truc, si vous voulez, c'est que en fait, Pierce Brosnan, c'est un James Bond qui a le cul entre 2 chaises. Il est entre 2 époques. Néanmoins, c'est le dernier James Bond un peu classique, traditionnel. Mais il se trouve qu'il était en train de finir une période et il ouvrait la porte à une autre. Si vous voyez son interprétation de James Bond, le problème de Brosnan, c'est pas Brosnan, c'est les scénarios. C'est la façon dont on fait les films et comment on racontait les films dans les années 90. Lui, il est très bien. Quand on lui donne des choses un peu violentes à jouer, qu'il est torturé dans le pré-générique de Die Another Day, parce qu'il y a aussi quand même quelques bonnes séquences dans Die Another Day, heureusement, même si le film est plutôt pas bon dans sa globalité. Il y a quand même des séquences quand il tue le professeur Kaufman, quand il tue Sophie Marceau, les relations qu'il a avec M.
on dessine un petit peu, parce qu'il y a quand même un peu de violence malgré tout ça, dans un emballage certes un peu plus glamour, mais il dessine et il ouvre la voie à Daniel Craig. Et ça, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. Et d'autant plus que Brosnan a été celui qui a essayé d'imposer Tarantino comme réalisateur de Casino Royale à l'époque où il espérait en faire un 5e, et qu'il réclamait des histoires plus intimistes et plus violentes. Il aurait aimé jouer quelque chose de plus intéressant, ça c'est vrai. Enfin voilà. Emmanuel, et puis après je donne la parole à Damien. Oui, je rejoins Dominique. Effectivement, il faut se rappeler quand c'était l'époque Brosnan, on était malgré tout tous fans des James Bond de Brosnan. Après aussi, si cette période Brosnan nous paraît un peu lointaine, un petit peu datée, c'est parce que ça a été voulu en tant que tel dès le moment où Barbara Broccoli a décidé de caster. Elle voulait faire totalement table rase du passé et puis revenir avec quelque chose de neuf. Donc tout ça a été peut-être voulu et orienté, à mon avis. C'est juste. Alors, Damien, et puis après on revient à notre sujet principal. Quand on parle de Brosnan, il faut bien que je dise un petit mot quand même. D'abord, je pense qu'ils sont à une époque, ils sont nécessaires. On ne construit pas de maison sans fondation. Roger Moore, il a été utile à une époque. Pierce Brosnan l'est également. Il faut pas oublier aussi, on dit ça file un coup de vieux, d'accord, mais enfin les films de Brosnan, le premier il est sorti en 95, donc il a déjà 25 ans. Alors peut-être qu'on a l'impression que c'est pas si vieux que ça, mais les films ont 25 ans. Et je suis désolé. Pour GoldenEye, le film il est bien. Enfin, je veux dire, techniquement, ça n'a pas non plus trop vieilli. Alors moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que Brosnan, c'est des vieux films. Non, enfin, j'ai pas l'impression. Brosnan, il a fait des très bons films. Alors après, on sera pas tous d'accord sur la qualité des scénarios. Moi, personnellement, je prends toujours autant de plaisir à les regarder puisque je les regarde régulièrement. Mais voilà, je crois qu'en fait, c'est aussi trop régulièrement, Damien. Trop régulièrement. Mais c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, il a relancé la franchise. Comme Roger Moore en son temps, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas, on ne parlerait pas de Daniel Craig aujourd'hui. Oui, donc moi. Oui, non, mais Damien, je suis tout à fait d'accord avec. C'est bien Damien, hein, c'est ça, parce qu'il y a marqué. Oui, c'est Damien. Voilà. non, mais Damien, je conviens de ce que tu dis, à savoir qu'effectivement, de toute façon, chaque interprète a eu son importance dans la saga. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est comme cela que les transitions ont pu s'effectuer. Mais après, c'est vrai que si on essaye de vraiment regarder les curseurs très, très précisément, on voit que Brosnan correspondait quand même à un Bond, ce que j'appelle mainstream. C'est-à-dire, c'était le retour de l'espion au complet veston, mais il fallait qu'il soit… Il a un côté gravure de mode. Je veux dire, il est plastiquement très beau. Il a un côté mannequin, voilà. C'est le genre idéal. Oui, voilà. C'est malgré tout, c'est ce côté un peu espion sur cintre. Mais ce que je veux dire, c'est que après, quand on regarde les spécificités des autres interprètes, par exemple Sean Connery ou Roger Moore, qui était l'antithèse, ou même Timothy Dalton et Craig, on voit qu'eux ont leurs curseurs qui sont poussés à fond sur certains paramètres. Brosnan, lui, il est au milieu. En fait, tout est équilibré. C'est-à-dire que il est glamour, mais il est moins glamour que Roger Moore. Il est moins drôle que Roger Moore. Il est beaucoup moins félin et puissant que Craig, moins tourmenté que Timothy Dalton, moins athlétique que George Lazenby. Enfin bref, il est moins ou à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette impression qu'il est un peu lisse. Mais à l'époque, ça correspond. Et dans les années 90, on était très content de Brosnan. Moi, j'en suis toujours très content, personnellement. Oui, au final, mis à part, à titre personnel, mis à part la qualité scénaristique des films, je ressors toujours très content d'un Pierce Brosnan quand je le revois. Et ça me rappelle. Les films sont. Non, mais attendez, là on chipote, attention. Oui. Bon, mais je veux dire, sur les 4 Brosnan, moi, je trouve que le dernier est quand même un peu faible, très faible. Meurt un autre jour, bon. Meurt un autre jour, je suis pas le premier à le dire, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que la première partie de Meurt un autre jour, c'est ce qui s'est fait de mieux sous l'ère Brosnan, et la deuxième partie, c'est ce qui s'est fait de plus mauvais sous l'ère Brosnan. C'est un peu ça. C'est un film très clippé, en fait. On n'a plus qu'à écrire un livre là-dessus, Guillaume. Voilà.
Ben oui, voilà. Cela dit, pardon, mais c'est un peu comme Moonraker, hein, si vous rappelez. Moonraker, pendant longtemps, c'est très très bien. Et puis enfin, pour moi, lorsque ils arrivent dans la base spatiale et tout, là, bon, là, on n'y est plus là. Mais sinon, c'est très très bien. Ben, je l'ai regardé, et figurez-vous que je l'ai revu hier soir, Moonraker, et comme à chaque vision de Moonraker, je trouve que c'est quand même, mis à part 2-3 bêtises de montage, etc., je trouve que le film se tient quand même très bien. Lewis Gilbert a quand même fait 3 James Bond qui étaient quand même... Quelle photo, quel décor, quelle musique, quelle mise en scène. Franchement, Moonraker, c'est un film, c'est un super James Bond, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Et c'est un de ceux où il y a eu le plus de lieux de tournage, j'imagine. Enfin, vous devez en parler dans votre livre, mais à mon avis, c'est un de ceux où il y a eu le plus de lieux de tournage. Alors, tu as raison, Damien. Tu as raison c'est une très bonne transition, Damien. Merci beaucoup. On sent il commence à avoir l'expérience d'une émission et en tant que chroniqueur. Nous avons une question de Thierry Garrido. Thierry Garrido, voilà, si ça me l'efface, c'est pas bien, mais de toute façon, c'était exactement celle que je voulais poser pour commencer à parler du livre Bon baiser du monde qui sort le 007 octobre. Alors, Thierry Garrido nous dit « Bonjour les auteurs, comment est venue l'idée de la sortie de ce livre ?» Tu commences ou je commence? Non, vas-y, commence, parce que c'est toi qui es à l'origine du projet. Ouais. Alors, il s'est trouvé que quand j'étais donc ambassadeur de l'expo James Bond en 2016, quelques mois après la fin de l'exposition, une jeune femme du prénom de Ronit Tubiana, donc son nom de famille, qui est éditrice donc chez Duno, qui est une filiale d'Hachette, a mis quasiment donc 6 mois à rentrer en contact avec moi, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver mes coordonnées, enfin bon, peu importe, et pour me proposer de faire un livre. Ce que j'ai refusé au moins 3 fois. Parce que j'ambitionnais pas d'écrire un livre, je n'imaginais pas avoir le talent et les compétences requises pour ça. Et puis elle est revenue à la charge. Puis au bout d'un moment, j'ai accepté. Et elle commence à me dire, voilà, il faut écrire un livre, mais il faut trouver un angle, quelque chose qui n'a pas été fait. Les James Bond Girls, ça a été fait, les voitures, ça a été fait, les méchants, tout ça. Et puis, il y a eu cette idée un petit peu des lieux de tournage sur les films de James Bond, que donc j'étais censé faire seul au début, et puis comme je suis quelqu'un de très paresseux, puis surtout que j'avais en plus à ce moment-là un emploi du temps qui n'était pas extensible, j'étais en charge de la Coupe du Monde en 2018 chez TF1 tout ça, je dis à Ronit, écoute, je peux plus faire le livre, là il me tombe un gros dossier, j'ai plus le temps, et là la mort dans l'âme, on cherche une solution, je lui dis, écoute, si tu es d'accord qu'on fasse un 4 mains, moi j'ai un ami qui en plus est un auteur vraiment qui a beaucoup de talent, et qui en a même plus que moi, et qui connaît le sujet aussi bien que moi, on peut lui proposer, pour voir si on peut faire le livre ensemble, c'est Guillaume Evin. Et Guillaume a gentiment accepté. Et puis, comme on s'entendait bien, voilà, on est parti ensemble sur l'aventure et Guillaume a apporté aussi ses idées dans tout ça. Donc, voilà comment est parti Bon baiser du monde, qui s'appelait à l'époque Le Monde de James Bond. Exactement. Voilà, tout est dit. Alors, justement, je vais vous lire la deuxième partie de la question de Thierry. Aura-t-on l'espoir de voir sortir la version précédente ou est-ce définitivement enterré? En tout cas, il précise, hâte d'être le 007 octobre. Ah, le monde de James Bond, c'est ça, veut-il dire? Oui. Ah est-ce non, qu'on a non, l'espoir de le voir sortir ou est-ce que c'est enterré définitivement? Non, c'est enterré, c'est enterré. Mais les textes sont les mêmes. Hein. Oui. Voilà, le texte demeure, mais la version telle qu'elle était, enfin, telle qu'il l'a entreaperçue, c'est mort, c'est fini. Alors, justement, vous deviez sortir Le Monde de James Bond avant les fêtes de Noël précédentes, si je ne dis pas de bêtises. Novembre dernier. Pour novembre 2019. Pour la sortie de... quelques mois avant la sortie de Mourir peut attendre. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, si on peut l'expliquer? On va la faire courte. Ça a été un problème contractuel d'utilisation de droits photo qui n'a pas pu s'arranger au dernier moment et qui a fait qu'on s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire le livre dans la version qu'on avait envisagée au début avec Guillaume. Voilà. Et quels sont... Il faut se concentrer sur Bon baiser du monde. Voilà, on oublie
la version 1. Voilà. Et là, maintenant, on est sur cette version qui va sortir, qui est la bonne, et qui, moi, je trouve, personnellement, pour en avoir parlé avec Laurent, il est au moins aussi bien que la première version qui ne verra jamais le jour, voire mieux, parce que Ouais. vous verrez les photos. Les photos sont superbes. Laurent nous a dégoté des petites pépites et ça colle complètement au sujet qui est quand même, ne l'oublions pas, les locations, donc les lieux de tournage. Donc là, on est vraiment raccord avec le sujet. On en a eu un petit extrait grâce à vous et on a pu voir effectivement les photos sont magnifiques. Les photos sont magnifiques. Alors moi j'ai une question. Alors sans rentrer dans le détail, hein, entre la version 1 et la version 2, vous l'avez retravaillé. Il y a des différences que l'on ne verra jamais entre les deux versions. Que vous avez pu comment dire polir la première version sans doute grâce à cette deuxième version Bon baiser du monde. Alors, le texte, mais Guillaume, je parle sous ton contrôle, n'a pas réellement changé, sauf qu'effectivement, pour mourir peut attendre, on a eu effectivement un peu plus d'infos entre la version 1 de la maquette et la version 2 du livre actuel. Donc, on a pu l'enrichir un peu. Mais surtout, on a rajouté un film qui tenait énormément à cœur à Guillaume. Ah, le fourbe. Lequel c'est? Eh ben, on a rajouté Jamais plus jamais. Et Ah, et Casino C'est la Royale sortie du chef. 067. on ne parle que des films de James Bond dans ce livre. Bon, on va pas. Si tu nous regardes, Guy, comme dirait Michel Drucker, Guy, si tu nous regardes, merci. Mais donc jamais plus jamais. On aurait pu mettre Casino Royale. Non, en vérité, Guillaume, on s'était posé la question à un moment. J'étais presque pour d'ailleurs, tu te souviens? Et puis, bon. C'est-à-dire Je que trouvais quand même que c'était vraiment un ovni ce film par rapport à la série. c'est-à-dire que Laurent se disait, pour être exhaustif, on peut l'incorporer. Et moi, je trouvais que, étant donné qu'il était parodique et qu'il était borderline, il fallait l'exclure parce que, voilà, bon, cette fois-ci, j'ai gagné. Vous savez, il y avait le slogan This movie is too much for one James Bond. Et bien là, ce livre is too much for two Casino Royale. Alors, on a une question de Cyril Duguet, membre de Planète 007. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Est-ce que ça a été le plus dur d'avoir des images est-ce que ça a été dur d'avoir des images ou des anecdotes pour un film, pour votre livre? Est-ce que ça a été comment, pour développer un petit peu sa question, comment avez-vous procédé pour chaque film pour avoir des images, des anecdotes sur les lieux de tournage? J'imagine que par vos connaissances personnelles, votre culture personnelle sur James Bond, mais également vous avez dû enquêter pour faire ces anecdotes sur chaque film et sur les lieux de tournage. En fait, on a commencé avec Guillaume par écrire un squelette autour d'un film en particulier. Et le premier film qu'on a fait, parce qu'on savait que ça allait être le plus compliqué, le plus riche en lieu de tournage, c'était, si je ne dis pas de bêtises, Moonraker. Voilà, donc justement, ça fera plaisir à Damien. Mais c'est tout à fait ça. On s'est dit, Moonraker est un peu le film test. On va voir si la formule peut marcher, puisque Moonraker accumule les lieux de tournage. Donc, voilà. Et on a vu que ça tenait la route, puisque pour tous les lieux, que ce soit Venise, le centre Pompidou, les chutes d'Iguassou, bon, on avait de quoi faire. Voilà. Et après, on a donc déroulé la pelote et on a décliné ça sur les 26 films. Combien de temps de travail en tout? C'est difficile à quantifier. C'est difficile parce que du coup, c'est 2 livres, mais en fait, aujourd'hui, il n'y en a qu'un. C'est facilement 2 ans de travail. Et comment arrive-t-on à travailler à 2? En fait, une fois qu'on a mis en place le squelette, où on s'est dit, voilà, on va faire un petit cartouche technique d'introduction, box-office, les acteurs, les années de sortie, tout ça, un petit synopsis réduit du film, on replace le film dans le contexte de l'époque, et ensuite on part sur les lieux de tournage qu'on détaille et pour lesquels on raconte des anecdotes. Donc ça, c'est des infos que Guillaume et moi avions collationnées, mais celui qui a mis en forme tout ça, c'est Guillaume.
au niveau des textes. Moi, je me suis plus chargé ensuite, une fois qu'on avait échangé là-dessus, sur ce qu'on mettait, les infos, les anecdotes, il les mettait en forme et moi, j'étais en charge de trouver les photos pour illustrer. D'accord. Oui, parce qu'il faut rappeler à nos internautes, à nos téléspectateurs que tu as une collection d'images assez impressionnante sur la saga James Bond. Oui, mais peu sont dedans. Peu sont dedans? D'accord. Peu sont dedans. Chers liveurs, chères liveuses, des remarques sur le livre, des questions, Damien, pour commencer. Alors moi, j'avais une question pour Guillaume et pour Laurent. Du coup, quel est pour vous le lieu de tournage le plus original, le plus atypique, celui que moi j'ai une idée pour le mien en tout cas, mais pour vous, lequel c'est? Voilà, c'est vicieux ça comme question. Ouais, parce que moi j'y ai réfléchi cet après-midi. Je me suis dit, tiens, quel est le lieu pour moi le plus original? Mais Damien est un petit vicieux. Il faut Alors, le savoir. Damien, vas-y. Je t'écoute d'abord, Damien. Moi, c'est l'île abandonnée pour Skyfall. Ah oui. En fait, quand je suis sorti du film, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et j'ai cherché sur Internet. Oui, la Chine, à l'époque, on n'avait pas. On en parle. Ouais, Tout à fait. et à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir votre livre. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet et je me suis dit, ça existe réellement. Je me suis dit, c'est dingue. Enfin, c'est vraiment dingue. Donc, voilà, ça pour moi, c'est vraiment l'endroit le plus original. Oh là là, c'est très difficile à répondre, hein, parce que il y a quantité de lieux exotiques, improbables, pour l'époque aussi. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Dr No est mis en boîte en 62, peu de gens avaient la chance de pouvoir grimper dans des avions et aller à l'autre bout du monde. Donc, Oui, c'était un dépaysement fantastique. Là, maintenant, on montre la plage de Chorrillos. Bon, beaucoup de personnes ont pu s'y rendre. Ou même en Thaïlande. Rappelez-vous James Bond Island. Bon, à l'époque, c'était un petit paradis préservé. Maintenant, c'est envahi de touristes et d'Allemands en short et caleçon. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec la saga James Bond, c'est que elle nous fait voyager depuis presque 60 ans et finalement, en fait, et aussi en creux, c'est une sorte aussi une vision du tourisme de masse. On voit que la planète bouge, les flux vont et viennent et donc James Bond. Que les distances se rapprochent. Que les distances se rapprochent beaucoup aussi. Comme disait Guillaume, il y a 50 ans, on ne prenait pas l'avion comme on le prend aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend presque l'avion comme on prend un train ou le métro. Donc la donne a un peu changé. Pour répondre à la question des lieux, alors, il y en a beaucoup, et je vais vous faire une fausse réponse qui n'est pas... Moi, j'aime beaucoup les décors de Canada. Alors, je vous avoue qu'Atlantis, ça m'a quand même beaucoup impressionné. Et la base de contrôle dans Moonraker, dans la pyramide, je trouve ça assez balèze aussi. Mais ce ne sont pas forcément des vrais lieux. Enfin, vous voyez, il y a une partie extérieure qui est une vraie pyramide, hein, dont on parle, mais l'intérieur, c'était les studios de Boulogne-Billancourt. Voilà. Ça, tu vois, c'est un truc on apprendra dans le livre. Il y a des lieux, on parle beaucoup de Moonraker, mais effectivement, Moonraker a des lieux formidables. Notamment toute la partie, moi j'adore la partie de Rio de Janeiro, mais on peut citer aussi Venise. La gondole. La gondole, effectivement, sur la place Saint-Marc, est-ce qu'on peut la citer? Notamment aussi le petit clin d'œil du pigeon. Oui. Ça fait partie à mon sens, des bêtises du montage. Mais toutes les parties à Rio de Janeiro, moi, je trouve ça formidable. Alors, il y a aussi un point intéressant dans notre livre, qui est que, par exemple, il y a des lieux qui en figurent d'autres. Et si vous prenez le cas de l'Espagne, ça, c'est un cas très intéressant. L'Espagne, qui, je le rappelle, est la deuxième destination touristique mondiale après la France. Eh bien, l'Espagne, si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'elle n'apparaît jamais en tant que telle à l'écran, sauf avec le Guggenheim de Bilbao en pré-générique du Monde ne suffit pas. Ne suffit pas. Et on peut se dire, mais c'est une anomalie. Et en même temps, l'Espagne a été utilisée dans d'autres films, et notamment dans Le Monde ne suffit pas, lorsque on veut figurer l'Azerbaïdjan avec vous savez, la partie grotte. Et voilà. Et en fait, c'est à Cuenca, dans une partie désertique de l'Espagne. Et voilà. Et ça, on montre dans le livre, justement, il y a toujours ces va-et-vient entre les lieux supposés être et puis les lieux choisis dans le scénar.
Voilà. C'est pareil, rien que l'Espagne- pour vos yeux aussi, Oui. puisque l'Espagne préfigure la Grèce aussi à un moment. Et d'en meurt un Dormeur un autre jour. figure Voilà. Cuba. Exactement. Meurt un autre jour, en fait, c'est tourné à Cadix. Hum. Bon, et en fait, on fait croire aux spectateurs que c'est à Cuba. Et dans On ne vit que deux fois également. Si je ne dis pas de bêtises. Dans On ne vit que deux fois, il y a l'Espagne également. Mais d'en meurt un autre jour, effectivement. Dans Vie que deux fois, il y a On l'Espagne. dit que 2 fois l'Espagne. Où ça? Alors, Bah oui, je suis en train de réfléchir, mais lors de la séquence de la petite Nelly. Ah, peut-être. C'est au-dessus de la. C'est quoi? C'est au-dessus de. T'es sûr que c'est pas au-dessus de la Sierra Nevada? Je crois, j'attends, j'ai dans mon oreillette. Exactement, mon oreillette vient de me C'est un le dire, détail vient de me le que je n'avais confirmer. plus en tête, ça, tu vois. Et donc, effectivement, la séquence de la petite Nelly a été tournée aussi en Espagne, et les vues aériennes surtout, les vues aériennes. Et effectivement, je tenais à revenir sur Mort un autre jour parce que effectivement, Cuba est doublé et a été tourné à Cadix en Espagne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et vous le savez toutes et tous, il pleuvait les jours où a été tournée la scène dans la clinique. Et ils ont réussi à faire passer ça. On le voit sur le sol qu'il a plu, hein, mais quand on voit le ciel et la luminosité, il fait un temps magnifique. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle quand j'avais vu cet extrait, je m'étais dit « Ouh là là, se meurt un autre jour, ça sent le numérique à plein nez. » Avec cette scène-là, je ne savais pas encore la suite en Islande. Donc, alors, et également, donc vous allez de Dr No jusqu'à No Time to Die, Mourir peut attendre. Pour Mourir peut attendre, comment vous avez fait pour travailler sur les lieux de tournage? Vous me direz, sur Matera, on savait que ça se passait à Matera. Il y a eu, d'ailleurs, qu'il y a un lieu exceptionnel, Matera. La ville de Matera est exceptionnelle. On va dire que les atermoiements autour de la sortie du film nous ont servi, puisque avec les multiples reports, tous les soucis accumulés par la production, ne serait-ce que le changement de réalisateur en cours de route, bon, bref, eh bien, tout ça nous a permis en fait de prendre notre temps sur ce film, accumuler de l'info, trouver les photos, et voilà, sans se précipiter, finalement, on a pu réussir la même chose qu'avec les autres chapitres. On a effectué le même travail. D'accord. Mais parce que effectivement, les lieux de James Bond, c'était ça justement. Je reviens sur l'idée que j'avais tout à l'heure sur les lieux de James Bond. On peut voyager, on découvre toujours des endroits du monde qu'on ne connaît pas, et encore après plusieurs années et 25 films, on découvre encore des lieux qu'on ne connaît pas. Notamment dans votre livre pour la page No Time to Die, il y a un pont en Écosse qui est absolument magnifique. Absolument magnifique, c'est un lieu qu'on ne connaît pas, et à chaque fois James Bond nous fait découvrir encore aujourd'hui Tu parles du château d'Eleidoline. Oui. On a vu dans Highlander aussi. Oui. Et dans Le Monde ne suffit pas. Oui. Et James Bond nous permet encore de nous faire découvrir des fois des lieux que l'on ne connaît pas et qui sont absolument fabuleux. Ça peut être que des détails, hein. Ça peut être comme quand ils ont tourné en Norvège sur le pont avec l'Aston Martin, qu'on voit le plan dans la bande-annonce que je trouve absolument fabuleux. En plus, Cary Fukunaga sait mettre en image. Et ça, on le voit déjà dans les plusieurs bandes-annonces qu'on a eues. Il y a, j'ai mon oreillette qui me dit aussi, qui précise dans For Your Eyes Only, la villa de González est en réalité tournée à Corfou, pour le petit détail, pour revenir sur l'Espagne. Et alors, également, je tenais à vous poser une question, parce que ça intéresse aussi nos internautes. Pensez-vous qu'avec la recrudescence du Covid-19 à l'heure actuelle, est-ce que Mourir peut attendre pourra tenir sa date de sortie du 11 novembre? On l'espère. De toute façon, les cinémas ne sont pas menacés par les nouvelles mesures puisqu'ils sont déjà adeptes de mesures sanitaires adéquates. Après, c'est une question d'envie des gens. Je vois qu'aujourd'hui, Tenet, finalement, fait qu'un peu plus de 200 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est insuffisant. Le marché américain n'est pas là. Maintenant, pour les James Bond, le cas est un peu différent parce que les James Bond ne font pas l'ensemble de leurs recettes sur le territoire américain, mais le font plutôt avec l'Europe, l'Asie, le reste du monde. Donc,
le James Bond devrait sortir le 11 novembre. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction au moment où je vous parle. C'est vrai. En fait, ce qu'il faut espérer, à supposer que la date, effectivement, reste calée au 11, il faut espérer que les gens aient toujours l'envie de sortir, tout simplement, et de se faire plaisir avec un Bond qu'ils attendent depuis des mois, sinon des années. Oui. Bon, ce serait vraiment un crève-cœur si jamais ça se terminait comme Mulan de Disney, là, sur la plateforme. Ce serait horrible. Tout à fait. Ce serait historique dans le mauvais sens du terme. Ce serait une sécurité, par contre, pour MGM et Ion, parce qu'ils seraient assurés de vendre plusieurs centaines de millions de dollars leur film à une plateforme. Ou peut-être que, effectivement, le film sortira au cinéma et que si au bout d'un mois, ils se rendent compte que personne n'y va, ils le sortiront ensuite en VOD pour Noël sur une plateforme c'est aussi une possibilité. Mais c'est pas ce qu'on espère. Et puis, par rapport à Tenet et à Nolan, même si je respecte beaucoup le cinéma de Nolan, je pense quand même que le James Bond est un film un petit peu plus attendu que Tenet. J'ose le croire. Grand public. Indéniablement. Quand on voit tout de même, je te passe la parole après, Damien, quand on voit tout de même l'enthousiasme qu'il y a après No Time to Die, quand on voit la première période de promotion pour le mois d'avril, quand on voit maintenant qu'ils ont redémarré, quand ils voient désormais la promotion qui est repartie depuis quelques semaines avec la deuxième bande-annonce, quand on voit les réactions en direct sur YouTube, des réactions de YouTubeurs sur la bande-annonce, on peut dire que le film est très attendu. Les bandes-annonces ont été faites aussi dans ce sens-là, elles sont très efficaces. Elles sont très efficaces, il y a de l'action, de la musique, les images sont magnifiques. Les partenaires commencent à communiquer aussi avec leur propre bande-annonce. Voilà. Nokia, tout à fait. La mayonnaise est en train de prendre, le lait est en train de bouillir. Ça donne vraiment envie. Je crois que ce film-là est très attendu, surtout après la période qu'on a connue. Les gens ont besoin de James Bond, ont besoin d'aventure, ont besoin de beaux paysages, ont besoin de voyager parce que tout le monde n'a pas pu voyager cette année. Et je crois que James Bond tombe à point nommé. Maintenant, effectivement, à titre personnel, je trouve que ce serait dommage qu'il sorte en simple VOD et qu'on puisse pas en profiter au cinéma. Damien. Alors, moi, je voulais juste repartir un petit peu sur le livre. Je me posais une dernière question, parce que moi, j'ai une anecdote sur un lieu de tournage où j'ai eu la chance d'aller il y a 4 ans. Mais est-ce que vous avez déjà été sur des lieux de tournage, ou celui que vous avez trouvé le plus beau, du coup, et vous avez été et vous avez vu en vrai, qui ressemblait peut-être pas du tout à ce qu'on a pu voir dans les films? Moi, pour la petite anecdote, il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'aller aux Bahamas. J'ai cherché l'Ocean Club où on a tourné de Casino Royale en 2006. Et du coup, en fait, je me suis pointé. Donc, il y avait un gardien devant. Donc, en fait, il y avait eu une tornade de 15 jours avant qui avait balayé tout le club. Donc, du coup, j'ai jamais pu voir le club. J'ai juste pu prendre la photo devant The Only and One Ocean Club. Donc, j'ai fait croire à tout le monde que j'avais eu la chance d'y aller, mais j'y suis jamais allé. Donc, voilà, c'était une petite anecdote comme ça pour rigoler. Mais vous, en tout cas, est-ce que vous avez été sur un lieu de tournage voilà. J'en ai fait beaucoup, parce que toute l'époque de Pierce Brosnan, j'ai eu la chance d'être invité quasiment sur tous les tournages de ces James Bond. Donc, je suis allé beaucoup à Pinewood. Je suis bien sûr allé dans le sud de la France sur le tournage à Groslière, sur le tournage à Monaco. Quand j'étais gamin, j'habitais Antibes, donc j'avais vu un petit bout de tournage de Jamais plus jamais au Fort Carré. Et le dernier tournage auquel j'ai assisté, c'était Casino Royale, donc en 2006 à Pinewood, où j'étais parti avec Luc Leclerc d'ailleurs. Maintenant, sur les lieux de tournage extérieurs, en fait, la façon dont ils sont filmés sont assez conformes à ce qu'ils sont dans la réalité. En vrai, quand vous voyez les poursuites en ski qui sont tournées au Grand Monté, près du Mont Blanc à Chamonix, voilà, c'est difficile de dire ça ne ressemble pas à la montagne. En fait, c'est la montagne. Ce qui est effectivement peut-être... Moi, je suis vraiment impressionné par les décors. En fait. Les choses que j'ai vues à Pinewood sont les choses qui m'ont, moi, le plus impressionné comme lieu de tournage. Mais c'est du studio ou du studio en extérieur. Ce n'est pas tellement
lieux de tournage que j'aurais visités dans le monde. Michael Lonsdale disait d'ailleurs qu'il avait été impressionné quand il était rentré dans la base spatiale, le décor de la base spatiale dans les studios d'Épinay. Mais ce qu'on peut dire pour réagir à ce que disait Damien, c'est que, par exemple, pour nos auditeurs et téléspectateurs, là, il suffit d'aller à Londres, par exemple, tout simplement, sans aller très très loin. Vous allez à Londres et finalement, vous avez l'impression d'être au milieu de tous les James Bond, de Craig notamment. Skyfall regorge de sites londoniens. C'est un plaisir. Et là, pour le coup, ils sont inchangés. Donc, ça, c'est très agréable. Même le métro londonien, ça le fait. Dominique veut réagir. Alors, moi, j'aurais un regard particulier en lisant votre livre, à savoir que je voyage autant que je peux et que j'aime beaucoup Et tu voyages beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'angle de vue de ce bouquin. C'est chouette que vous abordiez James Bond sous cet angle-là. J'aurais un regard particulier sur la Thaïlande, j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai un rapport particulier à ce pays. Pour avoir visité et fait un article sur la James Bond Island, je rebondis sur ce que disaient Laurent et Guillaume. J'ai pas du tout été déçu. C'est ce qu'on voit à l'écran, mis à part qu'il n'y a plus les infrastructures de la base de Scaramanga. En termes de dimension, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran. Si ce n'est qu'effectivement aujourd'hui c'est défiguré par les touristes et que c'est très 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 dur de prendre une photo avec le rocher derrière et de s'amuser à faire la pose du duel sans avoir un touriste allemand avec les chaussettes. Laurent veut réagir. Ouais, il y a quand même un truc parce que vous étiez certain là, à être à la visite à Chantilly il n'y a pas longtemps. J'ai quand même été déçu par un pont-levis qui m'avait l'air plus grand à l'écran qu'il ne l'était en réalité. Ah, mais le pont-levis à l'écran, on a l'impression qu'il fait 8 mètres de haut. Hein, et on est resté combien de temps sur ce pont-levis à regarder photo par photo et tout pour voir. Et là, il y a de la magie. Du cinéma, c'est ça. Exactement. La magie du grand angle. La magie du grand angle. Et oui, la magie du grand angle est énorme. Le pouvoir du grand angle est encore pire que celle des présidents de la République. Dominique, tu continues. Oui, donc je disais que j'aurais un regard particulier forcément sur le chapitre, sur ce que vous allez évoquer au niveau de la Thaïlande, tant du point de vue de l'homme au pistolet d'or que de Demain ne meurt jamais qui figure le Vietnam. Donc je suis curieux de voir ce que vous avez écrit sur ce. J'espère qu'on a été bon, Guillaume. Ouais, j'espère qu'on ne te décevra pas. Non, c'était pas dans le sens où j'allais faire le prof, mais je suis toujours friand de. Il vous met la pression quand même. Hein. Il vous met salement la pression. Non, c'est peut-être vous qui allez m'apprendre quelque chose, en l'occurrence. Magali, est-ce que tu as une remarque sur tes attentes sur ce livre? J'en ai pas mal, c'est sûr. Oui, j'ai déjà précommandé, donc je suis déjà grillée sur le côté promotionnel. Après, c'est vrai que j'avais lu du coup l'encyclopédie de Guillaume. Et je me demande, pour le coup, les compléments vont être, je pense, assez enrichissants. Et pour le coup, ça va être quand même assez concret d'avoir les deux à côté. Et je me demandais aussi au niveau du nombre de lieux à lister, parce que l'air de rien, ça fait quand même pas mal d'endroits dans le monde. Est-ce que, par exemple, vous avez sollicité, par exemple, je sais qu'il y a les 007 Travelers qui se sont mis en place, c'est des Finlandais qui font exprès justement de faire le tour du monde selon les localisations d'endroits où ont été tournés les James Bond. Est-ce que, par exemple, vous avez parlé avec ce genre de personnes ou est-ce que vraiment vous aviez vos sources de base via les films? Non, c'est vrai, on n'a pas fait appel à ce type d'officine ou de groupe. Par contre, on pourrait imaginer, hein, Laurent, plus tard, si le livre marche bien, on pourrait tout à fait aller voir Lonely Planet ou bien Atier ou le Guide Bleu, et puis on pourrait imaginer un partenariat, pourquoi pas. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Magali. Oui, Damien. Pour rebondir sur ce que disait Magali, parce que je trouve qu'elle avait une excellente question, c'est est-ce qu'on sait précisément combien il y a eu d'endroits où James Bond a posé ses valises? Est-ce que ça, on a une petite idée ou alors voilà? On l'a pas listé, hein, c'est pas. On l'a pas listé. Ça, c'est tu peux t'amuser à tout compter dans le livre. Ouais, on va compter sur toutes les pages.
Par contre, D'accord. Damien, je ne sais pas si tu sais, mais peut-être l'as-tu vu dans les pages qu'a fait circuler Laurent, c'est que à la fin de chaque chapitre, donc qui correspond à chaque film, nous avons imaginé une carte très bien faite, Oui, dans laquelle on suit en fait tous les déplacements de James Bond avec le time code donc, qui correspond au déroulé de l'intrigue. Et à chaque fois, on a en vis-à-vis les lieux où il est et les lieux réels, le moyen de transport utilisé et l'action. Donc, Ouais. à la limite, tu comptes, si tu veux, tu t'amuses et tu comptes tous les points que nous avons mentionnés et tu obtiens un total théorique par film. Voilà. oui. On relèvera les copies, Damien. Non, mais moi j'ai eu la chance de voir, j'ai eu la chance de voir Laurent à Chantilly. Il m'a montré le livre, cette page là où vous mettez tous les endroits, machin, tout, c'est superbement bien fait. Enfin, je pense que les gens vont se régaler à mon avis. D'ailleurs, depuis que Damien a rencontré Laurent à Chantilly, il ne nous fait que de nous en parler. Que de nous en parler de la rencontre. Il est devenu fan, il est fan de toi depuis la première fois, depuis l'émission précédente qu'on a eue avec toi. J'étais fan déjà à la première émission où j'ai rencontré, parce que j'étais impressionné par Laurent et je le suis toujours de toute façon. Ça fait une douche là. Ça fait une douche, Laurent. Ils l'ont dit, mais bon, il n'y a rien d'impressionnant. C'est son imitation de Pierce Brosnan, si tu veux, ça suffit. Ce soir. Dans The Spy Who Loved Me, l'espion qui m'aimait, pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui ne le comprennent pas, il y a aussi la séquence du train entre l'Égypte et la Sardaigne. Est-ce que vous en parlez dans le livre? Oui, bien sûr. Parce que je ne sais pas si je l'ai eu dans les. On parle de l'Égypte, mais on parle de la séquence à proprement parler, non, je ne crois pas, Guillaume. Non, mais enfin, on parle du lieu, en revanche. Oui. On évoque l'Égypte, on évoque la Sardaigne. Oui, mais on n'évoque pas le voyage en train qui, en plus, est tourné en studio. Ah, oui, oui. D'ailleurs, je lance une idée, je vous lance une idée, si vous voulez. Je collabore avec un ami qui est fan de train, qui est vraiment un fan absolu de train. Il connaît pas rien à James Bond, mais on a commencé à en parler. Et je vous lance l'idée, ça pourrait peut-être être intéressant de faire quelque chose sur James Bond et les trains, parce que James Bond et les trains, c'est une grande histoire d'amour. On en parle peu, il n'y a rien eu sur le sujet là-dessus, de mémoire. Surtout le fameux trajet Égypte-Sardaigne en train, de l'espion qui m'aimait. Le célèbre express Égypte-Sardaigne qui demeure un mystère à ce jour. Ce sera plus simple l'Orient Express de Bambézé de Russie. Oui, ou le train dans Spectre, l'Orient Express marocain. Mais après, on peut faire aussi James Bond et les bateaux. Exactement. James Bond et les mocassins. James Bond et les montres, ça a été déjà fait. Oui, très beau livre. Très beau livre. Et d'ailleurs, on peut montrer nos montres. Je ne la vois pas. Attends, mais moi, mince, je l'ai enlevé alors que j'avais tout à l'heure la montre Q. Vous voulez la voir, la montre Q? Oui, avec plaisir. Bon, je vais la chercher, bougez pas. Bougez pas. Alors là, il y a un petit train qui passe pour faire l'interlude, justement. Moi, j'ai une question du coup. Vas-y. Vas-y. Sauf si Guillaume doit y répondre. Guillaume va y répondre dès qu'il reviendra, mais comme ça, tu vas avoir un petit peu d'avance. Est-ce qu'il y a un endroit que tu rêves d'aller? Du coup, est-ce qu'il y a eu un film qui t'a donné envie d'y aller? Voilà, moi, c'était les Bahamas, je l'ai fait. Regardez ça, c'est pas beau? Violette de chez Swatch. Oh, oui, magnifique. C'est la Q, voilà, la fameuse série limitée. Alors, je vous donne une information, parce que j'ai parlé avec les gens de Swatch hier. Il y a la Q-Watch, nouvelle version, série non limitée, plus abordable, qui va sortir le début octobre. Super. Possiblement la même, sauf que je crois que les aiguilles sont bleues au lieu d'être rouges et elle est fabriquée en plus grande quantité. Donc, elle est moins rare que celle qu'a Guillaume. Ouais. Elle est très jolie. Très belle. Il y avait seulement, je crois, 7000 exemplaires dans tout le monde. Enfin bref, ça a disparu en 2 heures sur les Champs-Élysées. Voilà. D'accord. Alors, donc, pour les lieux, j'ai toujours caressé l'espoir d'aller à Rio. Sans paraphraser Roger Moore, j'y suis jamais allé et j'irais bien voir Rio de Janeiro. Je monterais bien dans le cable car pour aller en haut du pain de sucre. J'aimerais bien voir tout ça de mes propres yeux et puis aussi aller voir les chutes d'Iguassou si j'en avais l'occasion. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire.
Ouais. Et donc, là, du coup, Guillaume n'a pas pu répondre, du coup, parce que j'ai posé la question quand tu n'étais pas là. Moi, pose la question. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit, finalement, est-ce qu'il y a eu un film qui t'a donné envie d'aller dans un endroit? Est-ce que tu as un rêve d'aller visiter un endroit en particulier grâce au film que tu aurais pu voir? C'est drôle. Alors, c'est vrai, les chutes d'Iguassou, c'est vrai, me tentent beaucoup. Et j'aimerais bien peut-être un jour voir le désert Atacama, parce que ça a l'air assez étrange, fascinant. Voilà. Comme ça, spontanément, deux lieux un peu impressionnants qui m'attirent. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait bizarre de dire mesdames parce qu'on a tellement l'habitude d'être entre hommes. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, exactement. Merci de me corriger, Laurent. Alors, Guillaume et Laurent nous offrent un exemplaire dédicacé de Bon Baiser du Monde. Alors, comme ils nous l'offrent à Live and Let Live et à Planète 007 pour tous nos téléspectateurs, nous le mettons en jeu ce soir. Un exemplaire offert, et je le répète, dédicacé par les auteurs. Vous avez 24 heures pour répondre à une question. Une question, la voici, la suivante. Sur quelle plage a été tournée la scène où James Bond sort de l'eau avec sa Lotus dans le film L'espion qui m'aimait? Envoyez-nous vos réponses à l'adresse mail qui va s'inscrire au bas de l'écran. Alors, je la cite quand même. Concours avec un S, concours tout en minuscule, concours avec un S, planète007@gmail.com. Le gagnant aura été tiré au sort parmi les participants ayant la bonne réponse. N'oubliez pas évidemment dans votre mail de préciser votre réponse, bien sûr, mais également votre nom ainsi que votre prénom. Écoutez, c'est parti. À partir de maintenant, vous avez 24 heures. Je repose la question. Sur quelle plage a été tournée la scène où James Bond sort de l'eau avec sa Lotus dans L'espion qui m'aimait? 24 heures. Eh bien, bonne chance et bon courage. Eh bien, Laurent, Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour cette émission. Merci Magali pour ta première. C'était un plaisir. Merci à vous. Bravo. Bravo, on va t'applaudir. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une spéciale Moonraker. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis allez, salut, ciao, à la prochaine.